Bienvenue sur ce live où on va parler de Bruce Willis, mesdames et messieurs. Donc, voilà comment ça se présente. Alors, c'est un peu dans le désordre parce que malheureusement, j'ai pas pu trouver de tier list dans l'ordre et c'est très compliqué à trier, je vous l'avoue. Comme ça, on va faire ça. C'est quand même plus simple de faire ça dans l'ordre chronologique, je sais pas ce que vous en pensez, mais parce que sinon, ça va vraiment être le bordel. Parce qu'évidemment, vous doutez bien que dans tous ces films-là, je vais pas tout trier parce que là, il y a au moins une vingtaine de DTV un peu nuls. C'est un peu le souci, en fait, de Bruce Willis. Donc ouais, alors Bruce Willis, je sais pas si vous avez vu ma vidéo, j'ai fait une vidéo il y a peut-être 3 ans qui s'appelle du coup Bruce Willis, sa vie, son œuvre. C'était le format, un de mes formats phares de la chaîne. Et je suis revenu du coup sur l'ensemble de sa filmographie. Évidemment, j'ai fait une sélection. Alors, j'ai parlé de tous ses films, mais j'ai fait une sélection pour vraiment évoquer les meilleurs films, les plus gros films, voire les films les moins bons, mais qui avaient du sens. Et j'ai un peu laissé de côté les DTV, parce que sinon, évidemment, la vidéo aurait duré, vu que c'était une rétrospective, la vidéo aurait duré peut-être 3 milliards d'années. Donc, du coup, voilà. J'ai essayé de gérer ça comme ça. Et du coup, bah écoutez, on va commencer. Déjà, Bruce Willis, premier film, c'est en 1980, ça s'appelle De plein fouet, une espèce de, comment dire, c'est de la figuration, puisque c'est juste un gars qui traverse un café, qui passe une porte et qui traverse un café. Donc vraiment, aujourd'hui quand tu vois ce film, tu dis, oh putain, il y a Bruce Willis, mais en fait, à l'époque, il est pas du tout connu, donc c'est juste une espèce de figuration. Ensuite, en 82, il y a Le Verdict de Sidney Lumet, donc là déjà, pas mal, mais pareil, il joue une espèce d'observateur dans un tribunal, donc il n'y a rien de très marquant non plus. On reste sur de la figuration, sur quelque chose d'anecdotique. Et après, en 87, donc ensuite de 82 à 87, il y a la télévision. Je sais que la série phare de Bruce Willis, celle qui va le faire connaître, c'est Clair de Lune, voilà, de 85 à 88. Où c'est là vraiment où il va se faire connaître, Bruce Willis pour le coup. Et après ça, du coup, on va avoir le premier film avec un rôle important de Bruce Willis, c'est Boire et déboire, en 87, Boire et déboire qui n'est pas là, c'est bizarre, pourquoi il est pas là, Boire et déboire? Ouais, Boire et déboire c'est avec Michelle Pfeiffer, si je dis pas de bêtises, oui je crois que c'est elle. Et c'est une espèce de comédie un petit peu burlesque, avec un Bruce Willis qui est déjà dans le registre de la comédie. Vous allez voir au fur et à mesure des films que Bruce Willis est souvent dans le registre de la comédie, pour le coup. Là, on est vraiment sur de la comédie très burlesque, il y a beaucoup de gestuels, il y a des scènes très visuelles, on est limite sur de la comédie, c'est limite du muet, quoi. C'est plutôt un film intéressant, moi je le mettrais dans bon, donc là c'est trié comme ça, d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais on a Top of the Top, donc là on a vraiment les gros films de Bruce Willis, quasiment les chefs-d'œuvre même, parce qu'il y a aussi des chefs-d'œuvre évidemment. Les films excellents, parce qu'il y en a plein. Les bons films, et c'est là qu'on va mettre Boire et déboire, donc le premier gros film de Bruce Willis. Les films moyens, voilà, pour le coup, il y en a pas mal, évidemment. Habitué au cinéma d'action un petit peu moyen, donc forcément, il y en a pas mal. Les mauvais films, alors là, il y en a beaucoup, malheureusement, surtout en fin de carrière, mais bon, on va en parler, mais c'est pas forcément sa faute. Et les films que j'ai pas vus, parce qu'évidemment, je n'ai pas tout vu de Bruce Willis, mais c'est là où vous allez être intéressant, vous, c'est que vous allez pouvoir me dire, vous, ce que vous avez vu et pas vu de Bruce Willis. Je sais pas si vous avez vu Boire et déboire, on est vraiment sur du cinéma des années 80, voilà, on est sur de la comédie des années 80 tout à fait basique. Amo l'a pas vu, apparemment. Mais oui, moi aussi, Robin, j'aime bien quand Bruce Willis joue dans de la comédie, pour le coup, c'est assez intéressant. Ensuite, on a Meurtre à Hollywood, donc Sunset. On est sur un film un petit peu... c'est pas un western, on est plus sur un film du début des années 1900. Justement, on est sur l'époque du début du cinéma un petit peu, et enfin des années 30 en tout cas. Donc on n'est pas vraiment au début du cinéma, mais on est quand même un petit peu au début, hein, malgré tout. Et du coup, c'est une histoire un petit peu de meurtre sur un lieu de tournage où ils sont en train de tourner un western, et il y a un vrai meurtre qui va se passer, donc ils vont commencer à mener l'enquête. Ouais, on est sur un film, c'est un film de Blake Edwards, et c'est un film intéressant. Moi, c'est pas c'est pas mon préféré. On est sur des débuts, après je trouve ça assez honorable pour le coup. D'ailleurs, c'est pas du tout le genre de film dans lequel on pense voir Bruce Willis, mais comme on est sur un début de carrière, je trouve intéressant qu'il ait accepté ce genre de rôle. Alors je sais pas s'il y a l'affiche là dans tout ce bazar, hein, comme je vous ai dit. Sunset, non je crois pas qu'ils y sont, on va le mettre nous-mêmes, tac. Donc Sunset c'est pas mal aussi, dans l'esprit un petit peu du cinéma, dans cette reconstitution du cinéma des années 30, c'est plutôt pas mal je trouve.
donc on peut le mettre dans bon aussi. Donc pour l'instant, on a 2 premiers films qui sont pas dégueux, ma foi. Donc voilà, pas mal. Après, qu'est-ce qu'on a? Ah bah après ça, on y va direct. Hein. Ah, ok, d'accord. Donc là, ça c'est en 88, Sunset. Donc en 88, il y a 3 films. Donc il y a 2 films. Il y a Sunset. Et ensuite, on passe à Piège de cristal. Alors là, direct, il n'y a pas de pause, quoi. Ça y va direct. Alors, Piège de cristal, c'est intéressant parce que c'est un film que personne ne veut à l'époque. Personne ne veut Piège de cristal à l'époque. Il est proposé à tous les acteurs bankable d'Hollywood. Personne n'en veut. Bruce Willis, à cette époque-là, évidemment, il a fait 2 rôles principaux. Enfin, en tout cas, 2... Aussi, ces 2 rôles principaux dans 2 films, mais c'est pas non plus une méga star, hein, loin de là, et il est surtout connu pour être une star de télévision. Donc c'est lui qui va accepter le rôle, mais en fait il va l'accepter contre la somme de 5 millions de dollars. Et c'est assez ahurissant pour le coup comme somme, puisque le souci c'est qu'à l'époque on donne pas 5 millions de dollars en 88 à une personne à un acteur que personne ne connaît. À tel point que quand vous regardez les affiches de l'époque de Die Hard à l'international, ils mettent plus en avant la tour que Bruce Willis, puisqu'en fait il n'est pas connu. Mais vu que personne ne veut faire ce film, la production a pas le choix et doit donner 5 millions de dollars à Bruce Willis, donc c'est assez... c'est quand même un coup de maître, je trouve. Donc il se retrouve catapulté en tête d'affiche d'un des films d'action les plus extraordinaires de tous les temps, réalisé par John McTiernan, bien évidemment. Il va complètement revisiter ce qu'est l'action. On est sur un espèce de film anticapitaliste, puisqu'on va avoir le prolo, donc John McClane, contre le riche capitaliste à costard, Gruber, évidemment. D'ailleurs, il y a un parallèle intéressant dans le film, puisque Takagi, qui est le patron de la tour, et en tout cas de l'entreprise où le QG est dans la tour, et Gruber portent le même costume. Donc c'est vraiment un point de vue appuyé pour dire que les méchants sont aussi ne sont pas forcément ceux qu'on croit, puisqu'il y a à la fois, Gruber et Takagi portent le même costume, donc il y a une espèce de parallèle qui est fait entre le terroriste et le patron de grande entreprise, donc on est vraiment sur un parti pris assez fort, quoi, pour le coup. Donc c'est assez intéressant. Évidemment, c'est un huis clos, donc c'est là où la révolution prend place en termes de cinéma d'action, puisque d'habitude on est sur l'époque de Commando, de Rambo 2, donc on est sur des grands espaces, on est sur un cinéma qui va enchaîner les décors, les explosions. Alors que là, pas du tout, vraiment, on est sur un espèce de jeu du chat et de la souris, où McClane va tenter justement de se planquer dans cette tour, et d'essayer de déjouer justement le plan de ces braqueurs / terroristes. Et ça, c'est super intéressant pour le coup. Et ça va être le début de la Die Hard Exploitation, comme je l'appelle, puisqu'après ça, évidemment, on va avoir une tripotée de films qui vont reprendre le même concept, de Piège en haute mer jusqu'à Mort subite, Air Force One avec Harrison Ford, et même Die Hard qui va lui-même reprendre son concept avec Die Hard 2, mais on va y venir là tout à l'heure. Donc du coup, Die Hard, écoutez, pour moi c'est quand même top of the top, hein, ça je pense qu'on peut le dire facilement. Die Hard c'est du top of the top. Et Die Hard 2, donc qui reprend la même formule. Donc Die Hard 2 du coup qui sort 2 ans après le premier, et qui n'est plus du tout réalisé par John McTiernan, mais par Renny Harlin, qui est beaucoup plus violent, parce que ça c'est le style Renny Harlin. Renny Harlin, il est très graphique, il y a beaucoup de sang, il y a beaucoup de violence, les coups de feu sont très impactants. Donc le film est intéressant, hein, mais le truc c'est qu'il reprend les mêmes codes, donc l'histoire se déroule 1 an après les événements du premier Die Hard, et John McClane va se retrouver enfermé dans un aéroport à Washington, et il va y avoir des terroristes, et une histoire de complot, et il va devoir évidemment déjouer les plans. Lui, le seul flic qui est au mauvais endroit au mauvais moment, ça va être un peu sa DA durant toute sa carrière. Je l'aime bien, Die Hard 2, mais il est quand même loin d'être aussi impactant que le premier. Je le mettrais dans bon, pour le coup, voilà. Pour le coup, Die Hard 2, c'est un bon film, mais c'est pas... on n'est pas sur quelque chose d'extraordinaire non plus, quoi. Je vais voir ce que vous me dites dans le chat, du coup. Brillant et excellent, Piège de cristal, et le choix de Bruce Willis est judicieux car ça change notre perception du film. Ouais, tout à fait, si ça avait été Schwarzenegger ou Stallone, justement, ça aurait été peut-être plus compliqué, quoi. Mais là, oui, le fait de prendre Bruce Willis, c'est quelque chose d'assez judicieux, je trouve. Die Hard 2, effectivement, je l'aime bien, moi aussi. Je le regarde pas avec des plaisirs, pour le coup. Donc, voilà.
plutôt pas mal le Die Hard 2. Entre Die Hard et Die Hard 2, il y a Un héros comme tant d'autres. Donc c'est un film de Norman Jewison où il y a Bruce Willis qui va jouer une sorte de vétéran du Vietnam. On est un peu à l'époque justement, on a Tom Cruise qui va faire la même chose dans Né un 4 juillet. Et là on est sur un film qui est complètement différent du cinéma d'action. On est vraiment sur un rôle de composition pour Bruce Willis avec un look assez différent et une interprétation plutôt correcte. C'est un bon film aussi pour le coup, j'aime bien. Un héros comme tant d'autres. Pas beaucoup de gens qui l'ont vu celui-là et c'est normal puisque on n'est pas sur le registre dans lequel on connaît Bruce Willis. Mais il est pas dégueu celui-ci. Après en 89, il va aussi faire la voix du bébé, de Mickey le bébé dans Allô maman ici bébé. Donc ça évidemment il faut le voir en VO pour avoir la voix de Bruce Willis, mais c'est plutôt cool, c'est assez intéressant pour le coup. Enfin en tout cas c'est marrant il va faire ça plusieurs fois, hein, du doublage, il va aussi jouer dans pas mal faire la voix dans pas mal de dessins animés tout ça. Donc voilà. Et donc là du coup on conclut les années 80 puisque Bruce Willis est quand même a commencé le cinéma, en tout cas a commencé à être connu au cinéma à la fin des années 80. Donc il est pas vraiment dans ce registre des stars des années 80 finalement, puisque on va plus le considérer comme une star des années 90 à la limite. Ce qui est logique puisque c'est là où va vraiment commencer sa carrière. Die Hard sort en 88, mais on va dire que c'est l'espèce de tremplin qui va l'amener justement derrière à se construire une filmographie incroyable. Et dans les années 90 évidemment, il va y avoir des films cultes à l'appel. Donc ensuite, justement on y vient puisqu'en 90 on a Allô maman c'est encore moi, donc c'est le deuxième film où il joue le bébé, donc bon ça c'est anecdotique, je l'ai pas mis pour le coup. Mais on a surtout Le bûcher des vanités de Brian De Palma. Là du coup on est sur une espèce de comédie dramatique un petit peu burlesque qui dénonce un petit peu les soucis qui peuvent accompagner les traders et tout ce qui touche à la bourse à New York et à Wall Street en général. Et on a Bruce Willis du coup qui joue aux côtés de Tom Hanks. Alors c'est pas le De Palma le plus connu ni le plus réussi, mais ça reste un bon film, je trouve. Moi je le mets dans bon film quand même. Ça reste un bon film parce que je trouve qu'il y a quand même pareil, il y a un travail de mise en scène, forcément c'est De Palma qui est assez intéressant. On a beaucoup de courtes focales, de plans très serrés, de plans déformés sur les visages pour vraiment accentuer ce côté ridicule du monde de la finance, donc c'est assez intéressant pour ça. Le bûcher des vanités, donc si vous l'avez pas vu, je vous le conseille pour le coup, c'est assez cool. En tout cas c'est à voir si vous aimez la filmo de Palma, pour le coup c'est vraiment à voir quoi. D'ailleurs je vais vous mettre un petit extrait parce que je vais vous parler du salaire mirobolant de Bruce Willis sur le premier Die Hard. Il y a un extrait très drôle avec Bruce Willis, Stallone et Schwarzenegger en interview où ils parlent justement du salaire de Bruce Willis, et après je vous mettrai un extrait où Alan Rickman donne une anecdote sur la manière dont fonctionnent les tournages hollywoodiens, parce qu'Alan Rickman évidemment est un anglais quoi, je crois, c'est un irlandais en anglais, je crois que c'est un anglais, mais du coup je vais vous montrer ça, c'est assez intéressant pour le coup. Willis has been offered a guaranteed salary of 13 million pounds to star in Die Hard 3. Can you lend me about $10, sir? Donc là c'est Alan Rickman qui explique vraiment comment s'est passée son expérience sur le film Die Hard. C'est assez drôle pour le coup comme anecdote. It was done at 3 o'clock in the morning, 4 times, and it was the last shot that I did on the film. And then I realized while I was doing it, I was the last shot because if I'd killed myself, it didn't matter because I'd have got the shot in the can. And that was being dropped from 40 feet from the skyscraper. And that's when I thought, oh, this is Hollywood. If I die, it doesn't matter because they've got the rest of the performance. Voilà, incroyable acteur Alan Rickman bien évidemment. Grand talent du cinéma et du théâtre surtout. Et après je vais vous mettre cette petite parodie de Die Hard. Je sais pas si vous connaissez cette parodie de Die Hard qui a été tournée par Ben Stiller. Je pense que ça représente bien ce qu'est Die Hard à l'époque et c'est très très drôle pour le coup. Hey fellas, gotta eat your greens! Who the hell is this guy? Who are you? You're very annoying. I got news for you, pal. That's what the people pay to see. Bruce Willis. Die Hard 12. Die hungry. How could the same thing happen to the same guy so many times? Bruce Willis, Die Hard 12. Coming this Christmas to theaters everywhere.
c'est quand même assez excellent pour le coup. Il est très très fort ce Ben Stiller, et effectivement, Robin nous rappelle cette parodie de Mission Impossible 2 avec Tom Cruise. Mais Ben Stiller, dès qu'il faut faire de la parodie, il est extraordinaire, je trouve. Donc voilà, donc là on en est au bûcher des vanités, et ensuite on va passer écouter à Hudson Hawk, justement, qui est un des films préférés de Robin. Donc bah écoute, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de Hudson Hawk, et même tout le monde dans le chat si vous l'avez vu. Moi j'en garde pas un souvenir extraordinaire. Dans mon souvenir il y avait un espèce de second degré global, ou en tout cas des dialogues très superficiels, je sais pas comment dire ça, mais ça me paraissait étrange comme parti pris, je trouve. On a l'impression de voir c'est une sorte de parodie finalement. Mais n'hésite pas à me dire, Robin, du coup toi, quel est ton point de vue sur le film, puisque c'est un de tes films préférés de Bruce Willis. Je serais intéressé d'avoir ton point de vue sur ce film là. Donc tu nous dis, j'adore Hudson Hawk, c'est de l'amour absurde. C'est de l'humour absurde, cartoonesque, comme je les aime, et je trouve que Bruce Willis gère l'humour absurde. Ok, oui, donc c'est bien ce que je me disais. Mais effectivement, je trouve qu'il gère l'humour absurde, mais je sais pas, je trouve que dans ce film, on va le voir par la suite, hein, tout à l'heure, d'ailleurs on peut le faire maintenant même. Il y a un autre film où il va faire de l'humour absurde, c'est La mort vous va si bien de Robert Zemeckis, qui sort un an après Hudson Hawk, pour le coup, en 92. Et je vais avoir tendance à préférer La mort vous va si bien. Alors La mort vous va si bien, en gros, c'est l'histoire d'un chirurgien raté qui est hanté par ces deux femmes immortelles qu'il a plus ou moins tuées, je crois, dans mon souvenir. Et il est très excessif dans son jeu, pour le coup. Là, on est vraiment sur un Bruce Willis qui est vraiment dans le surjeu complet. Il crie souvent, il va souvent être dans la grandiloquence, et je trouve ça assez drôle, pour le coup. Et effectivement, il est très fort dans le registre comique, mais en fait, ça va pas dépendre de lui. Je trouve qu'il y a des films qui vont être mieux écrits que d'autres. Je sais pas, sur Hudson Hawk, en fait, peut-être que je m'attendais pas à ça quand je l'ai lancé. Peut-être que je m'attendais à un truc plus sérieux, et que je me suis fait avoir par le truc. Faudrait peut-être que je le revoie. Là, dans mon esprit, je mettrais moyen quand même. Mais c'est très personnel, hein, pour le coup. Je peux comprendre qu'on aime le film, alors qu'à l'inverse, La mort vous va si bien, qui doit être quelque part dans cette liste. Alors attendez, laissez-moi voir où est La mort vous va si bien. Du coup, voilà, donc ouais, on est sur là, effectivement, on est sur du registre comique, c'est pas mal, hein, mais après, l'humour absurde, c'est difficile à gérer et à doser, ça dépend du scénario, du contexte, du réel. Ouais, tout à fait, effectivement. J'aime bien aussi L'amour vous va si bien. Quoi? T'aimes bien... Non, c'est pas comme ça. La mort vous va si bien. Décidément, toi, Robin, dès que t'écris un mot, ton traducteur, il met l'amour direct, quoi. Effectivement, La mort vous va si bien, oui, effectivement, c'est pas mal, je trouve, pour le coup. On va faire ça dans l'ordre, ouais, ça va être plus simple. Donc, The Kid. Alors ça, The Kid, ça sort quand, The Kid? Ouais, mais non, ça va être chiant de faire ça. Non, on va faire ça dans l'ordre chronologique, parce que sinon, ça va être relou. Parce qu'après, je vais devoir chercher quand est-ce que ça sort, et ça va pas être dingue, et non, ça va pas le faire. Qu'est-ce qu'on a ensuite Donc, Le Dernier Samaritain. Ben voilà, tiens, parlons du Dernier Samaritain. Est-ce que vous avez vu Le Dernier Samaritain? Est-ce que vous connaissez Le Dernier Samaritain? Film de Tony Scott. Le Dernier Samaritain, c'est vraiment... c'est un ovni, hein. C'est vraiment, on est entre la comédie et le thriller noir, un petit peu. On est sur un film qui a été très compliqué à gérer pour Tony Scott, qui s'est fait un petit peu malmener durant le tournage, qui a pas su imposer sa vision. C'est un scénario de Shane Black, d'ailleurs, je crois. Et là, on est sur une espèce, en tout cas, le personnage de Bruce Willis, c'est une espèce de John McClane un petit peu suicidaire, et encore plus violent dans ses punchlines et dans son aspect physique et dans sa physicalité. Mais c'est un espèce d'ovni du cinéma d'action des années 90 qui est assez intéressant, avec un Damon Wayans en sidekick. Donc on a une espèce de... Enfin, ouais, c'est plus ou moins un sidekick, mais on est en tout cas sur un body movie qui est très apprécié en France grâce au doublage VF qui permet d'avoir des punchlines assez incroyables pour le coup. Moi je l'aime bien, Dernier Samaritain, pour le coup. Je le mets dans bon parce que pour le coup je le trouve vraiment, vraiment cool. J'ai encore le DVD du Dernier Samaritain. Bah ouais, je sais même pas s'il y a un Blu-ray. Je crois qu'il y a un Blu-ray, mais ce qui est sûr c'est qu'il n'y a pas de 4K, mais je crois qu'il y a un Blu-ray du Dernier Samaritain. Mais effectivement, un bon petit body movie. Le Dernier Samaritain et Bruce Willis forment un bon duo avec Damon Wayans. Ouais, tout à fait. Puis Damon Wayans qu'on va pas voir souvent au cinéma. Après, on va le voir dans la série Ma famille d'abord, évidemment. Et on va le voir aussi dans la série L'Arme Fatale, où il va se la rejouer un petit peu body movie. Mais ouais, pour le coup, assez intéressant comme film. Enfin, je crois qu'il y a aussi une très très jeune Halle Berry, si je dis pas de bêtises, avec cette espèce de finale, ce climax complètement taré et qui n'a pas de sens. Il est très très drôle, Le Dernier Samaritain, pour le coup. D'ailleurs, on est sur une époque... En 93, il y a À l'Arme Fatale, par exemple, qui est une espèce de parodie de L'Arme Fatale, où Bruce Willis va jouer un peu son rôle de John McClane en mode parodie, donc c'est assez drôle. Alors, il est pas dans la liste, parce qu'il joue un rôle très... très minime, mais quand même intéressant. Et après, en 93, on a Piège en haut trouble,
Là, je trouve que, ouais, piège en haute trouble. Alors, je vous lis le résumé. Tom, un flic de la brigade criminelle de Pittsburgh, se retrouve dans une position très critique lorsqu'il est amené à témoigner contre son cousin, coéquipier et ami, accusé de violence envers un suspect. Donc, on est sur une espèce de thriller policier slash film d'action qui est pas très, qui est pas très intéressant, je trouve. Pour le coup, c'est pas un film que j'aime beaucoup. Je trouve qu'il est... c'est une espèce de sous-Die Hard, je trouve, qui est assez basique, prévisible, plutôt fade. Je sais qu'il y a des gens qui l'aiment bien parce que c'est un des films des années 90 qui est assez connu de la filmo de Bruce Willis, mais moi je suis pas très fan. Je le mettrais dans mauvais pour le coup. En plus, alors ça ne s'invente pas, le personnage de Bruce Willis s'appelle Tom Hardy dans le film, donc c'est assez drôle. Et je sais pas, je suis pas très fan de Piège en haute trouble. Avec une très jeune Sarah Jessica Parker aussi également. Donc voilà, Piège en haute trouble, c'est pas... Dites-moi ce que vous en pensez si vous l'avez vu. Après là, on est vraiment sur des films un petit peu anecdotiques de Bruce Willis, on est sur des espèces de série B d'action qui restent totalement des chefs-d'œuvre à côté de ce qu'il fera durant sa fin de carrière, hein, bien évidemment, mais c'est quand même pas terrible. Comme le réal de Chucky qui s'appelle Tom Holland. Ah oui, ça s'invente pas non plus, effectivement. On passe de tout à rien puisqu'on arrive sur Pulp Fiction. Donc là, on est à une époque où Bruce Willis, commence un petit peu à tourner en rond. En termes de filmo. Vous le voyez là, hein, sur la liste, à part Die Hard, on est sur des films bien, mais après il tente des trucs, hein, il joue avec des gros réals, hein, il y a quand même Tony Scott, Robert Zemeckis, on a aussi Brian De Palma, donc on est quand même sur des gros réals. Mais Pulp Fiction, il prend un gros risque. Je sais plus si c'est Tarantino qui insiste auprès de Bruce Willis, ou si c'est Bruce Willis qui insiste auprès de Tarantino. Je crois que c'est Bruce Willis qui insiste auprès de Tarantino, et qui va même baisser son cachet dans le minimum syndical, parce qu'évidemment, il n'y a pas de budget sur le film, pour justement essayer de se renouveler, de tenter le coup, et ça va évidemment cartonner, hein, Palme d'Or à Cannes, gros succès au box-office, ça va relancer la carrière de Travolta, ça va un petit peu relancer la carrière de Bruce Willis du coup, ça va complètement lancer la carrière d'un certain Samuel L. Jackson, donc on est sur, et ça va aussi lancer la carrière d'Uma Thurman, on est sur un gros film, alors évidemment c'est du top of the top, hein, Pulp Fiction, c'est difficile d'en parler là comme ça, parce que on pourrait en faire un live entier, mais Pulp Fiction pour le coup, c'est un des gros coups de poker de Bruce Willis. Il en fera plusieurs dans sa carrière. Il a toujours réussi à flairer les réalisateurs, un peu comme Schwarzenegger. Et c'est justement ce qui manquait à Stallone, on disait ça l'autre fois. Stallone, il lui manque des gros réals dans sa filmo. Schwarzenegger a réussi tout comme Bruce Willis, à se greffer à des gros réals. Mais Bruce Willis, encore plus que Schwarzenegger, va aller complètement changer de registre. Schwarzenegger, il va rester avec des gros réals, mais il va rester sur le registre de l'action. Alors que Bruce Willis, lui, il va complètement changer la dynamique des fois de sa filmo. Et va tenter des trucs complètement différents pour justement tenter le coup. On le verra après un peu plus tard avec M. Night Shyamalan par exemple, avec Wes Anderson aussi. Donc là pour le coup Pulp Fiction c'est un pari assez gagnant. Que rajouter de plus que cet excellent Pulp Fiction et la scène de la cave, sans en dire plus, avec Bruce Willis en katana, j'étais pas prêt. Oui effectivement. Oui fabuleux, c'est culte. Et ça va aussi lancer la carrière de Thierry Desros, son premier doublage c'était sur ce film. Ok très bien. Bah écoute, l'anecdote est cool, merci à toi Amou. Mais d'ailleurs on peut parler, si on doit parler de doublage, on peut évidemment parler de Patrick Poivet qui est le doubleur officiel de Bruce Willis, qui est malheureusement décédé et qui a fait un travail absolument extraordinaire. Je veux dire, c'est grâce à lui aussi en partie, si en France Bruce Willis a été aussi populaire, parce que il a vraiment su retranscrire ce côté un petit peu pince sans rire, un petit peu décalé de l'acteur dans son jeu, et évidemment c'est une VF totalement reconnaissable entre mille, et qui a amené Bruce Willis à vraiment être aimé en France aussi, donc Patrick Poivet bien sûr, incroyable. La voix de Samuel L. Jackson, ok. Ah extraordinaire aussi la voix de Samuel L. Jackson effectivement. Mais en tout cas, Pulp Fiction c'est pas mal, et il va d'ailleurs, il va rejouer pour Tarantino, il y a peu de gens qui le savent, mais il va rejouer pour Tarantino 2 ans plus tard, ou 1 an plus tard, je crois 1 an plus tard en 95, dans un film à sketch qui s'appelle Groom Service, qui est co-réalisé par Tarantino, par Robert Rodriguez et par d'autres réalisateurs, j'ai plus les noms. Je vais vous lire le synopsis du film. Ted, le groom d'un hôtel de luxe, conte 4 histoires, se passant dans 4 chambres différentes. Entre des sorcières, un homme armé, un gangster et sa famille, et un acteur qui organise des fêtes, Ted passe une nuit agitée. Donc en gros, voilà, c'est une espèce de film à sketch qui se passe dans un hôtel avec plusieurs événements qui vont se passer en même temps dans l'hôtel. Et Bruce Willis va jouer dans un des sketchs qui sera réalisé par Tarantino. Il n'est pas crédité au générique du film, parce qu'il est interdit d'être crédité, en tout cas à l'époque c'était interdit d'être crédité au générique d'un film quand on n'était pas payé, puisque Bruce Willis a accepté de jouer pour son ami Tarantino gratuitement
uniquement dans ce sketch-là. Donc c'est pour ça qu'il n'est pas crédité au film, mais il joue bien dans Groom Service. D'ailleurs, je vais le noter, Groom Service, parce que moi, c'est un film que j'aime bien. Il y a aussi Antonio Banderas qui joue dans le sketch de Robert Rodriguez. Donc du coup, Groom Service, moi je le mets dans bon, parce que je trouve que c'est vraiment un bon film, pour le coup. C'est assez intéressant. Et donc voilà pour la petite anecdote. Et ensuite, on passe à... Qu'est-ce qu'on a ensuite? On a Color of Night. Alors, Color of Night, c'est lequel déjà? Oui, Color of Night. Alors, celui-là, je l'ai pas vu, pour le coup. Je le mets ici. Alors là, on est sur une espèce de... Comment dire? On est sur une espèce de thriller érotique, puisque ça sort en 94, et que 2 ans avant, il y a Basic Instinct qui sort, donc forcément, c'est la mode du thriller érotique, donc on y va à fond, hein, ça va enchaîner toute cette espèce de thriller érotique, il y en a plein avec Demi Moore aussi. Et donc Bruce Willis va se la jouer thriller érotique dans Color of Night, mais je ne l'ai pas vu, donc du coup, je sais pas si vous l'avez vu, vous, Color of Night, mais... Pas vu, mais Bruce Willis dans un thriller érotique, c'est intriguant. Oui et non, parce que je sais pas si... Moi, c'est un peu comme mon oncle, Bruce Willis, je sais pas si j'ai envie de le voir dans un thriller érotique, pour le coup. C'est comme il y a un moment donné, pareil, je crois que c'est en 94, il y a un film avec Stallone et... je crois que c'est L'Expert, avec Stallone et Sharon Stone, où il y a une espèce de scène de sexe, parce que Sharon Stone, à cette époque-là, malheureusement, la pauvre, elle est obligée de tourner dans une scène de sexe pour se faire engager dans les films. C'est un petit peu la Sydney Sweeney des années 90, où si elle paye pas un sein, elle a pas de rôle, la pauvre. Et du coup, il y a une scène de sexe avec Stallone et Sharon Stone, et j'étais genre hyper mal à l'aise, parce que j'étais là, mais j'ai pas envie de voir Stallone tout nu, quoi. C'est pas cet acteur, c'est pas un acteur que j'ai envie de voir tout nu, quoi. Ça fonctionne pas, tu vois, donc je sais pas si Bruce Willis, ça fonctionnerait non plus. Mais ouais, du coup, donc voilà, ensuite on a quoi? Groom Service, on l'a fait, donc là on est en 95. En 95, il y a 2 films qui sont ultra importants dans la filmo de Bruce Willis, et le premier des 2, c'est Die Hard 3, Une journée en enfer. Alors déjà, j'aimerais d'abord vous montrer ça, j'ai oublié de vous le montrer, mais avant de passer à Die Hard 3, j'aimerais vous montrer un extrait du making-of de Pulp Fiction, où Bruce Willis est en train de décrire ce que sera le projet Blair Witch, et le succès de ce que sera le projet Blair Witch avant que le film n'existe. Donc c'est-à-dire qu'il va réussir à capter le futur du cinéma de genre, alors que le film n'est pas encore sorti. Je sais pas si j'arrive à bien expliquer, mais en gros, il est en train d'expliquer, de dire, dans quelques années, il va y avoir un gars avec une caméra qui va tourner un film avec un caméscope, ça va faire un score pas possible, parce que c'est le futur du cinéma. Et 4 ou 5 ans plus tard, il y a le projet Blair Witch qui sort, ou même beaucoup plus tard, je crois d'ailleurs, c'est peut-être même 10 ans plus tard, je crois. Mais en tout cas, je vais vous montrer cet extrait, parce que c'est assez ahurissant, le mec a quand même... c'est la preuve qu'il a une vision du cinéma qui est assez extraordinaire, et qu'il est vraiment... Il était en tout cas à l'époque lucide de ce qu'était l'industrie, donc je vais vous mettre cet extrait-là. Someday in the next 5 years, someone's gonna take one of these and make a feature film. Oh, I know. Almost did it with Bob Roberts. Oh, yeah, I know. I agree with you. Some kid, some 17-year-old kid's gonna make this killer, drop-dead, poorly lit video movie that is gonna be the hippest fucking thing, and then there's gonna be 100 of them. Oh, I agree with you. They're gonna cost about $60,000. Donc voilà, c'est assez dingue quand même. Le mec a décrit ce que sera le projet Blair Witch, genre 5 ans plus tard. Donc ça prouve vraiment la lucidité du gars sur le cinéma, c'est assez dingue. Je voulais quand même vous montrer cet extrait, et après ça, on va passer à Die Hard 3. Et d'ailleurs, on va enchaîner avec un autre extrait de John McTiernan qui évoque justement Die Hard 3, parce qu'il faut savoir que Die Hard 3, la force de Die Hard 3, c'est qu'il va complètement prendre le contre-pied de ce qu'est Die Hard, le premier du nom. Puisque McTiernan revient à la réalisation après le premier Die Hard, il n'avait pas fait le 2, qui ressemblait beaucoup au premier, qui reprenait les mêmes codes, et il faut savoir que Die Hard 3 qui sort en 95, on est sur une saturation du style Die Hard, j'ai envie de dire, avec un homme enfermé dans un huis clos, enfin dans un endroit précis, qui va justement tenter de déjouer les plans d'un grand méchant. Et McTiernan a dit, mais moi je veux pas faire ça, je vais partir sur un truc différent, donc en fait on va complètement couper ce côté huis clos, et il va tourner dans tout New York, vraiment, il va prendre toute la ville comme terrain de jeu, et il va partir sur une espèce d'intrigue avec autour du jeu Jacadi, cette espèce de braquage incroyable qui va se mettre en place, et le film est fabuleux. Et je vous mets l'extrait, et Aérobubule qui nous dit, vous parlez de quoi? On parle de Bruce Willis et de sa carrière, donc là on est en train de parler exactement de Die Hard 3, Une journée en enfer. Et on est en train de classer les films Bruce Willis dans la tier list, donc voilà. Et en attendant, je vous montre l'extrait de McTiernan qui parle de son film Die Hard 3, parce que c'est assez intéressant pour le coup. They'd sent me scripts for Die Hard for years, ever since I did the first one, and I didn't really want to pursue them because they were the same movie over again. What I liked about this script, which
was not initially written as a Die Hard at all, was that I could break the rules on it. It wasn't Die Hard in a building, in a boat, in a submarine, in a bridge, a tunnel, or whatever, in the back of a taxi, that I could, in essence, make a Die Hard that wasn't in a box. Donc voilà, très intéressant aussi McTiernan qui évoque vraiment la façon dont il va construire son film Die Hard 3. Et là où il est fort, c'est qu'il a réussi à révolutionner un genre avec le premier Die Hard, à mettre en place un tout nouveau système de construction de récit en termes de cinéma d'action, et il va complètement casser ce truc-là, alors que c'est lui qui l'a inventé, avec Die Hard 3, donc c'est quand même assez drôle, et il va repartir sur un autre système, donc après avoir révolutionné une fois le cinéma d'action, il va réussir à le révolutionner 2 fois avec Die Hard 3. C'est pour ça que Die Hard 3, pour moi, est le meilleur de la saga devant le premier Die Hard, et c'est pour ça qu'il est dans le top of the top, sans souci. C'est vraiment un chef-d'œuvre du cinéma d'action pour le coup, Die Hard 3. Et c'est ça qui est fou, moi je trouve, c'est que vraiment il va créer cette recette et il va complètement la laisser tomber. Il va se réapproprier le genre une nouvelle fois, et ça c'est quand même dingue. Il suffit de voir l'intro de Die Hard 3 qui va démarrer l'action directement. En fait, à l'inverse d'un film d'action lambda où on va commencer à mettre sur pied la base du film avec l'introduction des personnages et du lieu et tout ça, et après on va commencer l'action petit à petit. Lui il va à l'inverse, c'est-à-dire qu'il commence directement l'action, c'est le gros bordel, c'est l'explosion, et au fur et à mesure ensuite de ça, dans ce chaos général, il va nous présenter les personnages. Donc je trouve ça assez cool pour le coup. Je veux dire, le méchant, on ne le voit que, je crois, au bout d'1 heure de film, un truc comme ça, et tout a déjà commencé depuis longtemps, tout a été mis en place, et on découvre enfin le méchant, donc c'est hyper intéressant. J'ai une affect assez personnelle sur ce film, puisque c'est un des premiers films que j'ai vu avec mon père, puisque c'est lui qui m'a dit, je me rappelle encore, pour vous dire que c'est... On a des souvenirs très précis de notre enfance, et ça c'est un des souvenirs très précis que j'ai, où j'entends mon père me dire, tiens viens voir, ce soir il y a un film sympa, on le regarde ensemble, machin, et il me met Die Hard 3 quoi, donc je commence vraiment la saga avec ce film là, j'ai genre peut-être je dois avoir 10 ans, un truc comme ça, et je sais pas, je suis happé par le rythme, complètement hypnotisé par le film, je le trouve absolument génial, donc j'ai quand même un affect très personnel à ce film, et en dehors de ça, malheureusement, la fin est ratée, je trouve, ça c'est dommage, parce qu'on va avoir, on a cette fin alternative où on a John qui va retrouver le frère de Hans en Allemagne et qui va le tuer, donc ça c'est plutôt intéressant, mais ça sera la fin alternative. La vraie fin, je trouve, dénote complètement du film et vient complètement casser ce côté intelligent qu'était le film. On a une espèce de finale un peu débile à Montréal, enfin ça n'a aucun sens, je trouve. Donc ça c'est vraiment dommage pour le coup, mais ça enlève pas que le film est absolument fabuleux et que je le trouve génial. Le meilleur de la saga, Die Hard 3, plus grand, plus ambitieux, plus explosif, un excellent huis clos ouvert. Bah oui, du coup oui, alors oui, ça se passe à New York, mais alors là du coup, parce que dans ces cas-là on peut parler de huis clos à l'infini quoi, tu vois, mais justement, oui, ça reste dans une seule ville, mais justement moi je trouve qu'il va au contraire complètement casser ce côté huis clos, c'est ce qui est intéressant, mais oui après on peut le voir via ce prisme-là, tout à fait. Donc voilà pour Die Hard 3, on va enchaîner ensuite avec le deuxième film de 95 qui est hyper important dans sa filmo, et là c'est L'Armée des 12 singes. Alors est-ce que vous avez vu L'Armée des 12 singes réalisé par Terry Gilliam ? L'Armée des 12 singes, qui est l'adaptation d'un film photo qui s'appelle La Jetée, réalisé par le français Chris Marker, qui raconte à peu près plus ou moins la même chose quand même. Il y a une grosse inspiration aussi de la part de Gilliam avec le film Vertigo de Hitchcock, qui va vraiment reprendre beaucoup d'éléments de Vertigo jusqu'à en reprendre des scènes telles quelles, qui va montrer à l'écran. Il y a une mise en scène qui est absolument dingue, je trouve, qui va vraiment bien représenter la folie, les Dutch angles, les gros plans, les courtes focales. Et encore une fois, on a Bruce Willis qui est dans un contre-emploi absolument magistral, puisqu'il vient jouer cette espèce de fou furieux dans un premier temps, aux côtés d'un Brad Pitt tout aussi dingue. Donc pour le coup, ouais, L'Armée des 12 singes, moi je mettrais ça dans excellent pour le coup, parce que je trouve ça vraiment, vraiment génial comme film. Un des meilleurs films d'anticipation, je trouve, des années 90 en tout cas. Donc c'est le premier film qui rentre dans la case excellent, et pour le coup ça me paraît pertinent. On n'est pas loin de Top of the Top, mais je vais le laisser dans excellent pour le coup. Très bon L'Armée des 12 singes, la manière de voyager dans le temps est vraiment originale, il y a une bonne dynamique entre Bruce Willis et Brad Pitt. Ouais, complètement, non, pour le coup le film est vraiment, vraiment excellent. Et là, Bruce Willis, il a vraiment enchaîné 2 films de dingue, et là on est au milieu des années 90, et il survole la concurrence, là pour le coup, on est vraiment sur, je veux dire, déjà entre Pulp Fiction, Die Hard 3, L'Armée des 12 singes, il enchaîne les projets ambitieux, différents, avec des réals hyper doués, enfin voilà. Maintenant, dire que L'Armée des 12 singes est le meilleur film de Terry Gilliam, difficile à dire vu qu'il y a Brasil. Ouais, je sais pas si j'irai jusque là, mais c'est un des meilleurs films de Terry Gilliam, je trouve. C'est peut-être pas le meilleur film, mais pour moi c'est un de mes préférés
préféré en tout cas. Ouais, ensuite on a un film bizarre. Dernier recours, ça s'appelle Last Man Standing en anglais, et c'est le remake du film japonais Le Garde du Corps d'Akira Kurosawa qui est sorti en 61. On sait que les Américains adorent faire des remakes de Kurosawa, et en gros le résumé c'est ça: dans la petite ville désertique de Jericho, l'as de la gâchette John Smith, donc interprété par Bruce Willis, s'oppose à une bande de gangsters provinciaux et leur rival Strozzi, qui opère également dans la ville. Il veut en tirer le meilleur profit possible. Oui, en gros, on a déjà vu ce film chez Kurosawa. Si vous avez vu Et pour quelques poignées de dollars de Sergio Leone, vous avez aussi vu ce film. Donc voilà, on est sur un énième remake de Kurosawa. C'est pas très... moi je mets moyen, parce que je trouve que c'est pas mal, mais c'est pas extra non plus. Voire mauvais, on va mettre... Ouais, non, moyen. Je le mets en moyen parce que c'est quand même... Ça passe quand même, hein, c'est pas non plus horrible, mais c'est vraiment très anecdotique, quoi, pour le coup. Je sais pas si vous l'avez vu, ce truc-là, mais... Ouais, on enchaîne avec Le Cinquième Élément. Là, c'est pareil, c'est compliqué, parce que Le Cinquième Élément, moi, je vous avoue que j'ai très peu d'estime pour Luc Besson. Je vais pas vous mentir. Je trouve que c'est un des plus gros escrocs de l'histoire du cinéma. C'est un voleur, c'est un plagieur, c'est un agresseur, enfin, y a rien qui va, quoi, avec ce gars-là, mais on va dire qu'il a eu pour lui, on peut lui reconnaître le fait qu'il a toujours su bien s'entourer, et c'est pour ça qu'il a réussi à sortir des projets intéressants comme Le Cinquième Élément, puisque Le Cinquième Élément, ce qui est intéressant, c'est surtout la direction artistique, les costumes, le casting. Et Bruce Willis est encore une fois dans ce rôle d'anti-héros au mauvais endroit au mauvais moment. Malheureusement, sa VF n'est pas la même dans ce film-là. Je sais plus pourquoi, il y a des histoires de cachets, tout ça, mais ça casse le truc du film aussi, que le fait que ce soit pas sa VF. Maintenant, il y a des scènes super cool, hein, la scène de l'opéra, la course-poursuite en taxi, tout ça. C'est un film culte du cinéma français, pour le coup. Ça, je peux pas lui enlever. C'est pour ça que je le mets dans bon. Ouais, Besson, je peux pas, je suis navré, mais je suis pas du genre à dissocier l'homme de l'artiste, et j'arrive plus à voir ces films avec plaisir, quoi. Voilà, désolé. Mais n'hésitez pas à me dire, hein, évidemment, je sais que c'est un film culte pour beaucoup, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du Cinquième Élément. Je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui l'aiment beaucoup, ce film-là, mais voilà, moi, Luc Besson, je n'y arrive plus, c'est comme ça. Premier film de Luc Besson que j'ai vu, Le Cinquième Élément, et donc j'ai de l'affection pour ce film qui a voulu être ambitieux. Pour l'anecdote, les costumes et tenues du Cinquième Élément ont été élaborés par Jean-Paul Gaultier, qui a été nommé au César. Oui, tu as raison, c'est Gaultier, ouais, effectivement, c'est Jean-Paul Gaultier qui a designé les costumes du Cinquième Élément, et les costumes sont absolument fabuleux. Je veux dire, même Star Wars va reprendre ce style-là, même si de toute façon Star Wars, la prélogie, quand je dis Star Wars, je parle de la prélogie. Star Wars, la prélogie et le Cinquième Élément n'ont fait que récupérer ce qu'avaient fait les auteurs de Valérian il y a genre 30 ans, donc ils n'ont pas inventé grand-chose, ce qui est marrant puisque Besson, de toute façon, il l'a avoué lui-même, et puis de toute façon, il va plus tard réaliser Valérian, donc à la limite, quitte à copier Valérian, effectivement, autant le réaliser. Mais voilà, donc le Cinquième Élément, c'est là. Il y a un autre film en 97 que je vais préférer au Cinquième Élément, et là vous allez peut-être m'insulter, mais c'est Le Chacal. Alors je sais pas si vous avez vu Le Chacal, mais pour moi c'est un des meilleurs films de Bruce Willis, avec Bruce Willis, Richard Gere, Jack Black dans un de ses premiers rôles. Ce que j'aime beaucoup dans ce film, déjà c'est que je l'ai découvert très jeune, donc il y a un affect évidemment personnel, mais c'est surtout que Bruce Willis il va nous jouer un tueur froid sanguinaire, ultra méthodique, très intelligent, qui se grime en plusieurs, il a plusieurs costumes, tout ça pour pas se faire reconnaître, et c'est un des très rares films où il va jouer l'antagoniste, et ça je trouve ça plutôt cool parce que ça lui va très bien. Richard Gere en héros est complètement effacé justement par la prestation de Bruce Willis, et on va avoir cette scène avec Jack Black justement où il va être complètement sadique, où il va le tuer d'une manière ultra hardcore, je trouve, et elle est hyper poignante cette scène. Enfin, en tout cas elle est très marquante, la scène où il tue Jack Black dans le film. Je vous spoil un peu si vous avez pas vu le film, mais je vous conseille quand même de le voir. Le Chacal, c'est un film extraordinaire, je trouve, et je le mets dans excellent très facilement. Voilà, pour le coup, là... Et puis ce qui est très énervant, c'est que Bruce Willis, quel que soit le look qu'il va porter dans le film, ça va bien lui aller, et c'est assez frustrant pour le coup, donc voilà. Oui, j'ai vu Le Chacal, très bon thriller, tendu entre Bruce Willis et Richard Gere, sans oublier Sidney Poitier dans son dernier rôle, tout à fait. Et ouais, Bruce Willis en méchant, c'est assez rare pour être souligné, et effectivement ça marche hyper bien, je trouve, il est vraiment excellent. Donc Le Chacal, j'aime beaucoup. Et ensuite, on passe... à l'année 98, il va y avoir pas mal de films aussi, assez intéressants, des films cultes, et on passe d'abord à Code Mercury, où là on va avoir, c'est une espèce de film slash théorie du complot, où on va avoir ce gamin un petit peu autiste de 9 ans qui va être protégé justement par le personnage joué par Bruce Willis. Et ce gamin, en fait, qui est autiste, va réussir à décrypter le fameux code Mercury, qui est un code secret du gouvernement américain, donc il va devoir être protégé par quelqu'un, et c'est Bruce Willis qui va s'en charger, bien évidemment. Dans mon souvenir, il est bien, mais
Enfin, j'ai pas de souvenir mémorable de ce film. Je sais pas si vous l'avez vu, Code Mercury. Ouais, voilà, c'est pas mémorable. J'hésite entre moyen et bon, je vous avoue. Mais le truc, c'est que les films bons, en fait, je m'en souviens. Et je pars du principe que si je m'en souviens pas plus que ça, c'est que c'était pas dingue. En tout cas pour moi. Donc je vais le mettre dans moyen. Code Mercury, c'était pas extra. Mais par contre, en 98, il y a une espèce de paradoxe qui fait que Bruce Willis va à la fois jouer un Américain très controversé qui va aller à l'encontre justement d'un système défaillant, le système américain défaillant en ce qui concerne la gestion antiterrorisme et tout ce tintouin. Et à la fois la même année, il va jouer un film de propagande ultra américaine qui s'appelle Armageddon, où l'Américain parfait qu'est Bruce Willis va sauver le monde. Donc le premier film, c'est Couvre-feu, donc avec Bruce Willis et Denzel Washington. Couvre-feu, donc ça sort en 98, et justement il y a une vague d'attentats qui frappe New York dans le film. L'idée c'est que le chef de la cellule antiterroriste, qui est joué par Denzel Washington, doit tenter de rétablir le calme, sauf qu'évidemment le gouvernement américain va prendre des mesures extrêmes pour tenter de contrer le terrorisme sur leur territoire, en enfermant tous les musulmans dans une prison spécialisée, ce genre de truc, en faisant un amalgame absolument énorme. Et c'est ce que raconte le film justement. Il montre les lacunes d'un pays qui ne sait pas forcément gérer ce genre de conflit de manière subtile. Et ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il est assez prophétique dans le sens où il parle d'attentats qui se déroulent à New York, et il sort 3 ans avant les attentats du 11 septembre. Quand on voit le film, on se dit putain ouais, effectivement, c'est assez intriguant comme... Enfin, c'est assez... quand on le remet dans ce contexte-là, c'est assez spécial. Maintenant, le film va pas très bien marcher. Enfin, il va bien marcher pour une raison assez bizarre. C'est qu'à l'époque de la sortie du film, avant la projection du film, il y a la bande-annonce de Star Wars, la menace fantôme, qui est projetée. Et il y a des gens, des fans de Star Wars, qui vont se payer un billet pour voir la bande-annonce de Star Wars. Donc ils vont se payer un billet pour voir Couvre-feu, mais ils vont juste regarder la bande-annonce de Star Wars et se casser de la salle en fait. Donc le film va bien marcher au box-office, mais on n'arrive pas à savoir si c'est grâce au film, ou grâce au fait que la bande-annonce de Star Wars épisode 1 est passée avant le film, donc c'est un peu bizarre. En tout cas, le film, moi je le trouve pas dégueu, je le trouve plutôt bon, Couvre-feu. Je trouve intéressant ce qu'il raconte. Et en ce qui concerne, du coup, en ce qui concerne Armageddon, alors attendez, ouais, j'ai pas noté grand chose sur Armageddon, mais Armageddon, donc du coup, de Michael Bay, évidemment, hein, bien sûr, qui raconte comment un astéroïde est sur le point de défoncer la Terre et nous anéantir tous. Et le seul espoir de l'humanité repose sur un groupe de foreurs, de chercheurs de pétrole un petit peu débiles, qui vont devoir creuser des trous parce qu'il est bien connu que c'est plus simple pour des foreurs d'apprendre à aller dans l'espace que des astronautes d'apprendre à creuser un trou. Visiblement, c'est... voilà. Bref, du coup, voilà. Faut que je revoie Couvre-feu, un de mes souvenirs. Couvre-feu, mais dans mes souvenirs, c'est pas mal, car il ose critiquer le système américain. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je dis, c'est marrant, il y a un paradoxe en 98, où t'as Bruce Willis qui va jouer dans ce film, qui va justement dénoncer le système américain, et au même moment, il va aussi jouer dans ce film ultra propagande pro-américaine, qui va sauver le monde, évidemment, parce que tous les autres pays sont des débiles, et qui sont pas capables d'envoyer une bande de prolos sur un astéroïde. Mais bon, Armageddon, je suis désolé, hein, c'est ce que c'est, mais ça reste excellent. Hein, je veux pas. C'est un de mes films préférés de la filmo de Michael Bay, un de mes films préférés de la filmo de Bruce Willis. Je le trouve très drôle, je le trouve assez débile pour être excellent en fait. Donc ouais, pour le coup, un casting incroyable. C'est un film qui respire les années 90, une VF irréprochable, une fin un petit peu, voilà, grandiloquente, une espèce de happy end un petit peu tiré par les cheveux, mais sans mauvais jeu de mots avec Bruce Willis évidemment, mais en tout cas, moi j'aime beaucoup. Pour moi, Armageddon, c'est excellent. Premier Michael Bay que j'ai vu, Armageddon, et c'est fun, cool, généreux, c'est à la fois scientifiquement débile, mais techniquement élaboré. Oui, tout à fait, alors là, faut pas s'arrêter sur les aspects techniques ou tangibles du film, hein, faut juste apprécier le truc et s'arrêter là. Mais c'est vraiment très drôle, ouais. Excellent, pour le coup. Couvre-feu. Armageddon, Couvre-feu, c'est très bien aussi d'ailleurs. Et ensuite, écoutez, on va passer à un autre film de Bruce Willis où il va, à l'instar de... Enfin, que dis-je ? Dans ce film-là que je vais citer, donc Sixième Sens, hein, je vais pas tourner autour du pot pendant 1000 ans, Sixième Sens en gros, Sixième Sens, Bruce Willis, pareil, il commence un petit peu à tourner en rond dans ses rôles un petit peu de balourd. Et là, il y a ce gamin qui vient, qui s'appelle M. Night Shyamalan, et qui lui propose ce film-là. Et le mec s'est dit, vas-y, tant pis, je prends un cachet minimum, encore une fois, et je tente le coup. Et ça va être un coup de poker incroyable, puisque Sixième Sens...
Sixième Sens, c'est un de ces films qui va fonctionner grâce au bouche à oreille. Parce que Sixième Sens, évidemment, vous connaissez tous M. Night Shyamalan. Ce qui définit M. Night Shyamalan, c'est vraiment le côté twist dans son cinéma, c'est les retournements de situation à la fin du film. Et Sixième Sens, alors je vais pas vous dire ce qui se passe à la fin, mais en gros je pense que tout le monde a vu Sixième Sens, ou tout le monde s'est déjà fait spoiler. Mais dans tous les cas, Sixième Sens, c'est un film qui sort à une époque où le spoiler est encore contenu parce qu'il n'y a pas internet, tout ça. Et les gens vont justement dire à leurs proches, va voir Sixième Sens, tu vas voir, tu vas être fou à la fin ce qui se passe et tout. Tu vas pas t'en rendre compte, ça va être dingue. Et en fait, de fil en aiguille, à force de faire du bouche à oreille, le film va engranger quasiment 700 millions de dollars dans le monde. Pour un petit film comme ça, de M. Night Shyamalan avec Bruce Willis, certes, mais ça reste un petit film un petit peu indé, quoi. Et encore une fois, un coup de poker ultra réussi de la part de Bruce Willis, qui a vraiment le nez pour dénicher les artistes. D'ailleurs, il en parle très bien de M. Night Shyamalan. Je vais vous mettre un extrait où il en parle, où il fait les éloges du réalisateur, et où il explique en gros que pour lui c'est un génie, Shyamalan, mais je vais vous mettre l'extrait comme ça vous allez voir. Night Shyamalan is a 30-year-old kid who is as far as I'm concerned, is a creative genius. As an actor, I did something in this film that I've never done. I've done over 30 films. I gave it up to him. I just said, I will do and say whatever you want me to do. Ouais, donc moi je trouve ça beau quand même d'avoir un acteur qui va dire ça devant une caméra, qui va dire en gros je me fie complètement au réalisateur parce que je trouve que c'est un génie. Je trouve ça absolument génial d'entendre ça. C'est tellement rare pour un acteur en plus de ce calibre. Et donc du coup, Sixième Sens, pour moi ça va dans top of the top, hein, bien évidemment. C'est compliqué aujourd'hui de juger Sixième Sens comme c'est compliqué de juger Pulp Fiction puisque ça a tellement été tourné en dérision, ça a tellement été commenté, tout le monde connaît le film alors que même ceux qui l'ont pas vu le connaissent l'histoire, tout ça. Donc c'est vraiment ancré dans la culture populaire, mais en même temps, c'est aussi parce que le film est excellent. Il y a un vrai travail de mise en scène dans le film, il y a un vrai travail sur la couleur, quand tu revois le film et que tu connais le twist, justement, c'est assez dingue de se rendre compte comment c'est déjà là sous nos yeux depuis le début. Donc il y a un vrai travail incroyable de Shyamalan dans le film, donc pour le coup c'est du top of the top assez justifié. Puisqu'on est sur Shyamalan, on va enchaîner avec Incassable, donc qui sort 1 an, voire 2 ans après Sixième Sens, qui est toujours avec Bruce Willis, mais cette fois-ci rejoint par Samuel L. Jackson, et qui est le premier film d'une trilogie réalisée par Shyamalan, puisqu'après il y aura Split et Glass, qu'on va évoquer également. Et pour le coup, c'est, Incassable, c'est un des meilleurs films de super-héros pour moi, c'est un film qui arrive à mettre en avant justement cette complexité du héros et du méchant, et justement le fait que dans une histoire bien écrite, le héros et le méchant se complètent, c'est un peu ce que raconte le film. Magnifiquement bien raconté, c'est très intéressant. Il y a aussi évidemment un twist final qui est absolument dément. Si vous l'avez pas vu ou si vous en souvenez plus, je vous dis rien. Mais Incassable, c'est pareil, hein, c'est du top of the top. Pour le coup, c'est assez dingue comme film. Donc je vous le mets là. Et dites-moi ce que vous en pensez d'ailleurs de Incassable dans le chat. Sixième Sens, alors c'est Robin qui nous dit Sixième Sens, un de ses meilleurs rôles, voire le meilleur rôle de Bruce Willis en dehors des films d'action. Il est incroyable, touchant, je suis assez surpris qu'il n'ait pas été nommé à l'Oscar du meilleur acteur. Et le film est excellent, effectivement. Curiosity Town qui nous dit j'ai adoré ce film malgré le fait que je connaissais déjà le twist. Ouais, malheureusement, beaucoup ont découvert le film alors qu'ils connaissaient la fin parce que ça a été maintes fois commenté et balancé, quoi. Mais excellent thriller Incassable. Je pourrais dire film de super-héros, mais sous la forme, ça reste un thriller. Et la dualité Bruce Willis-Samuel L. Jackson est excellente. En effet. Incassable, c'est incroyable, je trouve. Là, on est vraiment, c'est la grande époque de Bruce Willis et la grande époque de M. Night Shyamalan, pour le coup. Après ça, qu'est-ce qu'on a? Alors, entre ça, on a une espèce de rom-com réalisé par Rob Reiner qui s'appelle Une vie à deux. Alors, je sais même pas où est l'affiche, là, de Une vie à deux. Je sais même pas où est l'affiche. J'ai pas vu ça, je vous avoue, mais j'ai paumé l'affiche, alors je peux pas le mettre dans le truc pas vu, mais on verra. Si je le retrouve, je le mettrai, mais ouais, voilà, je crois que c'est ça, là, voilà. Ça, j'ai pas vu, ça. Ça, j'ai pas vu, pour le coup. Après, on a Bandit en 2001, que je n'ai pas vu non plus, qui raconte, pareil, l'histoire de 3 braqueurs qui vont élaborer une technique un peu spéciale pour braquer des banques, c'est avec Cate Blanchett également, j'ai pas vu. Je vous avoue, ça sort en 2001 et j'ai pas vu ça. Après, dans les films, alors je sais pas si j'ai cité les films un petit peu, il y a des films qui sont pas dans la liste, mais où il va jouer des petits rôles. On a Charlie's Angels 2, où il joue... alors c'est marrant parce qu'il joue il joue un des gardiens des anneaux qu'il y a dans le film, là, et en tout cas il joue avec sa femme.
Demi Moore, et il a une petite scène où sa femme vient lui enlever justement ses anneaux, cette espèce d'alliance du doigt, et c'est assez drôle quand on sait que peu de temps après ils vont divorcer, donc il y a une espèce de côté un petit peu méta. Et ensuite il y a plusieurs films entre 2004 et 2008 où il va jouer son rôle, en fait son propre rôle, dans Ocean's 12 notamment, évidemment. Dans Nancy Drew, il va aussi jouer son propre rôle en 2007. Et dans Panic à Hollywood en 2008, où il va aussi jouer son propre rôle. Après, on parlait de Incassable. Il faut savoir qu'il y a une suite qui s'appelle Split, une espèce de suite indirecte de l'univers d'Incassable, qui sort en 2017 avec James McAvoy notamment. Et on aperçoit du coup le personnage interprété par Bruce Willis dans Incassable à la fin du générique, et il fait une espèce de caméo dans ce film-là, ce qui va amorcer évidemment Glass, qui sortira en 2019 et qui sera la conclusion d'une trilogie qui, je trouve, n'aurait jamais dû être une trilogie, parce que Glass, je trouve que c'est pas extraordinaire. D'ailleurs, je peux vous le trier directement. Pour moi, Glass, c'est très moyen. Je trouve qu'il y a un parti pris visuel qui est très intéressant, mais je trouve le final hyper kitsch, je trouve la révélation finale hyper tirée par les cheveux. Je trouve vraiment dommage d'avoir mélangé ces univers-là, parce que à la fois Incassable et Split sont de très bons films, mais je trouve que Glass, il part dans une espèce de trip un peu à la Avengers qui est pas dingue, je trouve. Mais ça reste quand même un des derniers rôles marquants de la carrière de Bruce Willis, puisque ça sort en 2019, et qu'après ça, le pauvre, il va enchaîner les DTV, et puis après, il va complètement arrêter sa carrière en 2023, puisque on connaît aujourd'hui sa situation, en tout cas ses problèmes de santé. Mais ça reste un film moyen, Glass, donc j'en profite pour le classer. Donc je vous disais qu'il a fait souvent des voix. Il fait des voix dans Allô maman, ici bébé. Il a fait aussi la voix dans Nos voisins les hommes, le dessin animé de DreamWorks. Il fait une voix dans Toy Story 2, il joue une espèce de vache, c'est un espèce de caméo pareil. Il fait une voix dans Les Razmoquettes, le film, pareil. Donc pas mal de voix quand même pour Bruce Willis. Et après, qu'est-ce qu'on a après ? On a... en 2000 aussi, d'ailleurs ça je l'ai pas noté, mais on a Mon voisin le tueur avec le regretté Matthew Perry, qui est une comédie où il va jouer justement un voisin un petit peu mafieux qui va s'installer dans le quartier de Matthew Perry, puis il va y avoir une confrontation entre le mec un petit peu maladroit, donc Matthew Perry, et Bruce Willis. Un film qui est assez cool, moi je l'aime bien, je le mets dans bon. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que Matthew Perry généralement est doublé par Emmanuel Curtil, qui est le doubleur officiel de Jim Carrey. Dans le film, il n'est pas doublé par Emmanuel Curtil, par contre il y a eu une diffusion à la télévision française, et durant cette diffusion-là, il a été doublé par Emmanuel Curtil. Donc si vous avez ce fichier du film avec le doublage d'Emmanuel Curtil, je suis extrêmement preneur, parce que j'ai pas envie de voir le film avec ce doublage horrible qu'ils ont mis sur Matthew Perry à l'époque. Donc si vous avez ce fichier du film avec le doublage de Matthew Perry fait par Emmanuel Curtil durant ce passage à la télévision, je suis extrêmement preneur, bien évidemment. Mais le film est bien en tout cas. Contrairement à la suite, qui va sortir quelques années plus tard. Celui-là il sort en 2000, il y a une suite qui va sortir en 2004, et là ce sera la cata absolue, hein. Là pour le coup c'est mauvais. Mon voisin tueur 2, ça reprend les codes du premier, mais en beaucoup moins bien, c'est beaucoup moins drôle, donc pour le coup on reste sur le 1, hein, voilà. Excellent thriller Incassable, je pourrais dire film de super-héros, mais sous la forme, ça reste un thriller. Et la dualité Bruce Willis-Samuel Jackson est excellente, effectivement. Charlie's Angels 2 est un petit plaisir coupable. Ouais, d'ailleurs, j'en ai fait une vidéo sur YouTube de Charlie's Angels 2, si vous l'avez pas vu, n'hésitez pas à taper Charlie's Angels 2 Johnny Bart, vous allez voir la vidéo. J'ai sorti une vidéo il y a quelques années sur ce film. Glass, j'aime bien, mais je le trouve frustrant par rapport au final, et le twist est tiré par les cheveux, mais le trio Bruce Willis, Samuel Jackson, James McAvoy marche bien. Oui, parce qu'ils ont un trio incroyable, mais effectivement, heureusement qu'ils sont là. J'aime bien Mon voisin le tueur, une bonne petite comédie sympathique, et Bruce Willis confirme son talent dans la comédie. Seuls ceux qui l'ont enregistré sur TF1 à l'époque l'ont, et il y a plus grand monde. Ouais, effectivement, ouais. Il y a peut-être un gars avec un télécassette là de Mon voisin tueur qui doit l'avoir quelque part en France. Si vous m'entendez, n'hésitez pas à me l'envoyer. Je l'enregistre et je vous renvoie la cassette avec plaisir. Parce que j'aimerais bien l'avoir, cette version du film. Bref. Ensuite, on en est à quoi ? Donc là, on a fait Mon voisin tueur qui sort en 2000, on a fait Incassable en 2000. Ensuite, là, on en est sur... Ouais, on est sur... en 2000... Enfin, là, il va enchaîner 2 films de guerre que je n'ai pas... Enfin, si, j'en ai vu un, je crois. J'ai vu Les Larmes du Soleil. Donc, il va enchaîner Hearts Wars, qui est... comment ça s'appelle ça en français ? Mission Évasion avec Colin Farrell, que j'ai pas vu. Je sais pas ce que c'est, ce truc-là. Et il va enchaîner un 2e film de guerre, qui, lui, est plutôt pas mal, je trouve, qui s'appelle... Merde, j'ai oublié son nom en français. Les Larmes du Soleil, qui est réalisé par Antoine Fuqua. Qui est le réalisateur du tout récent Michael, qui est au cinéma en ce moment, et qui raconte un petit peu cette histoire de guerre au Nigeria, je crois, un truc comme ça, et avec aussi Monica Bellucci, et sur ce film, je sais que Willis va se blesser gravement, ça je sais que pour le coup, il va y avoir une blessure grave à la tête de Bruce Willis. Certains disent que c'est à partir de là qu'il va commencer à avoir des blackouts un petit peu,
Mais je sais pas si c'est un rapport, mais en tout cas, dans Les Larmes du Soleil, il y a ce truc-là. Le film est bon, mais sans plus, hein. On est sur un film de guerre assez basique. Et par contre, pour revenir sur Mon voisin tueur, il faut savoir que le film, il y a eu un pari entre Bruce Willis et Matthew Perry, parce que Bruce Willis était persuadé que le film n'allait pas marcher, et Matthew Perry était persuadé que si. Et du coup, il y a eu un pari, Matthew Perry a dit à Bruce Willis que si le film était un carton au box-office, il devrait venir jouer dans la série Friends, du coup Matthew Perry qui joue Chandler dans Friends, et le film Mon voisin tueur va être un carton. D'ailleurs, il va tellement être un carton que Matthew Perry sera un des 2 seuls acteurs au monde à avoir eu la série numéro 1 au monde et le film numéro 1 au monde, puisque ce sera avec Michael J. Fox, et les 2 auront en même temps réussi à avoir le film numéro 1 et la série numéro 1. Michael J. Fox, je crois que c'est avec Family Tie et Retour vers le futur, et Matthew Perry, ce sera avec Friends et Mon voisin tueur, enfin Le voisin tueur, enfin je sais plus comment il s'appelle ce film. Et du coup, le film va marcher, donc Bruce Willis va tenir sa promesse et va jouer dans 3 épisodes de Friends. Il va jouer le père de la petite amie de Ross, et il va le jouer divinement bien, parce qu'encore une fois, on va le revoir dans un registre comique, et ça va très bien fonctionner pour le coup. Voilà. Donc ensuite, qu'est-ce qu'on a ? On a Otage en 2005. Alors Otage, c'est pas mal, une espèce de petit film policier où Bruce Willis va jouer justement cette espèce de désamorceur d'otages qu'on voit dans les films avec les gros dictaphones qui essaient de négocier avec les ravisseurs. Et donc là, on va avoir cette histoire-là où, en introduction du film, Bruce Willis va rater sa négociation, il y a une femme et sa fille qui va être tuées, il va arrêter ce métier-là, et ensuite il va devoir, malgré lui, retenter le coup de la négociation d'otages. Et je le trouve intéressant ce film, je le trouve pas mal pour le coup, Otage. Réalisé par un Français d'ailleurs, je sais plus comment il s'appelle, attends, je l'ai sous les yeux. Otage, réalisé par Jeff Talley, qui est un... Non, pardon, pas du tout. Jeff Talley, c'est le nom du personnage joué par Bruce Willis. C'est réalisé par François Emilio Siri, qui est un Français qui a réussi à avoir Bruce Willis, et il en garde un très bon souvenir apparemment. Mais Otage est un bon film pour le coup, petite série B d'action, thriller un petit peu policier, assez intéressant. Et ouais, effectivement, Robin, il est très cool dans Friends, Bruce Willis, il joue très bien la comédie, donc ouais. Ensuite, qu'est-ce qu'on a ? Ah oui, en 2005, on a quand même quelque chose d'assez extraordinaire. En 2005, on va avoir Sin City. Alors Sin City, c'est pareil, ça rentre dans la case des films qui sont un petit peu des prises de risque de la part de Bruce Willis. Mais il faut savoir que Sin City, Bruce Willis, il va juste voir l'introduction du film et il va signer direct sans même savoir quel est son rôle, parce qu'il va justement déceler l'aspect artistique intéressant et le possible hit au cinéma. Donc Sin City, moi je trouve que c'est un film extraordinaire. C'est une copie conforme du comics de Frank Miller pour le coup. Extraordinaire visuellement. Je préfère la version. Il y a une version qui existe où le film est construit comme un film à sketch avec les différentes histoires les unes derrière les autres. Je préfère ça que les sketchs un petit peu mélangés. Mais en tout cas, le film reste excellent. Donc Sin City, pour le coup, je le mets dans excellent. Contrairement à sa suite, qui est pas dingue, du coup, qui est pas mauvaise, mais qui est beaucoup moins intéressante, Sin City 2, qui va sortir quelques années plus tard et que je mets dans moyen sans hésiter. D'ailleurs, ça c'est, on va y revenir à cette année-là où il y a Sin City 2, mais c'est pas une année extraordinaire. Pour le coup, je crois que c'est 2013, Sin City 2. Mais en tout cas, le premier Sin City, lui, il sort en 2005 et il est fabuleux. Donc voilà, excellent film. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? On a 16 blocs. Ouais, 16 blocs, pareil, on est sur un film policier. J'ai pas forcément de souvenir de 16 blocs. Je vous avoue que je le mets dans moyen. Je sais pas si vous avez vu 16 blocs, mais moi, je trouve pas ça dingue. Slivin, c'est pareil. Je sais pas si je le dis bien d'ailleurs, Slivin, mais comme ça. Moi je le lis à la française. Hein. Slivin, je m'attendais à un truc de dingue, hyper intelligent, mais finalement, je trouve que c'est un scénario un peu grossier. Ça m'a pas beaucoup plu, Slivin. Je le mets dans. Ouais, je le mets dans mauvais, Slivin, m'a pas plu. Pour le coup, ce film-là, je sais pas si vous l'avez vu aussi. Alpha Dog, par contre, c'est un film assez intéressant avec Bruce Willis, qui raconte un petit peu un pan de la jeunesse américaine. C'est une espèce de pas de film choral, mais on prend vraiment différents. Si, on est sur un film choral finalement, puisqu'on prend différents personnages et on va raconter leur histoire. C'est plutôt cool, Alpha Dog. Je sais pas si vous l'avez vu. Ensuite, qu'est-ce qu'on a de beau ? Alors, The Kid. Ça, je l'ai oublié de le mettre tout à l'heure, mais The Kid, c'est une espèce de film Disney que je n'ai pas vu. Alors voilà, c'est à l'époque où toutes les stars d'Hollywood allaient jouer dans un film Disney un petit peu feel good. Ça, je l'ai pas vu. On a Planète Terreur, tiens, si on reste sur Robert Rodriguez. Alors Planète Terreur, il va jouer une espèce... Alors Planète Terreur, c'est un film complètement what the fuck, qui entre dans le double feature avec Tarantino qui va sortir Boulevard de la Mort et Rodriguez qui va sortir Planète Terreur. Je trouve que c'est un des meilleurs films de Rodriguez pour le coup. Et Bruce Willis va jouer une espèce de commandant un petit peu bizarre, un petit peu
peu loufoque de l'armée américaine. Et il va se la jouer un petit peu The Thing puisqu'il va se transformer en monstre. Enfin, c'est un film complètement what the fuck, mais je l'aime bien, je le mets dans bon Planète Terreur pour le coup. Je vois que 16 blocs, c'est le dernier film réalisé par Richard Donner. C'est pas impossible. Je vais te dire ça direct. Ouais, ça, c'est Richard Donner. Mais j'en ai pas un grand souvenir. Peut-être que je le revois, 16 blocs. Je l'ai mis dans moyen parce que je sais que je l'ai vu, mais j'ai pas tant de souvenirs que ça de 16 blocs. Donc ouais, et ben ensuite écoutez, on passe à 2007. On est en 2007 puisque là il a fait Planète Terreur. Après il y a un film qui s'appelle Dangereuse Séduction. Et c'est celui-là avec Alberi, mais ça je l'ai pas vu non plus. C'est pareil, c'est une espèce de thriller où ça parle de crime, on va résoudre une enquête, tout ça, mais ça je l'ai pas vu, Dangereuse Séduction. Déjà, je comprends pas le nom en français, je sais pas ce que ça raconte, mais enfin bon. Puisqu'en anglais c'est pas du tout ça. Ouais, en anglais c'est Perfect Stranger, donc Parfait Inconnu. Et en français c'est Dangereuse Séduction, je vois pas le rapport, mais c'est pas grave. Ensuite on a Die Hard 4. Die Hard 4 qui sort en 2007. Avant de vous donner mon avis sur Die Hard 4, j'aimerais bien avoir le vôtre. Donnez-moi votre avis sur Die Hard 4, comme ça après je vous donne le mien, et comme ça on va voir un petit peu, jauger, parce que Die Hard 4 c'est un peu tout ou rien. C'est soit les gens ont adoré, soit les gens ont détesté, donc c'est un retour aux sources en tout cas, enfin un retour aux sources. Oui et non, parce que c'est un film un peu différent des autres, mais en tout cas c'est l'époque où on va essayer de revenir un petit peu à la mode des années 80, donc plus de 10 ans après Die Hard 3, on nous ressort Die Hard 4 avec un Bruce Willis qui est ma foi en forme, et voilà. Dites-moi ce que vous en pensez de Die Hard 4, et après je vous donne mon avis sur le film et je le classe. Amo qui nous dit j'aime bien Die Hard 4, peut-être même mieux que Die Hard 2, ok. Et Robin qui nous dit Die Hard 4, j'aime bien, c'est ancré dans l'actualité, c'est efficace, et pour l'anecdote, c'est le seul volet de la saga Die Hard que j'ai vu au cinéma. Et ben écoute Robin, on est dans la même situation, parce que c'est également le seul volet de la saga que j'ai vu au cinéma en 2007. En 2007, moi je me souviens de cette année, c'était vraiment mon année cinéma, puisqu'il y avait Les Simpsons le film, qui est sorti en 2007, et je me suis régalé au cinéma. Et juste après, il y a eu Die Hard 4, donc je me suis enchaîné 2 séances de ciné vraiment cool. Et effectivement, Die Hard 4, moi j'aime beaucoup. Alors Die Hard 4, ça sort à une époque où il y a 24 heures chrono qui cartonne, donc forcément ça va reprendre la DA de 24 heures chrono, c'est-à-dire une mise en scène à 300 à l'heure, une image très saturée, très moderne. On va essayer de nous mettre un petit peu le cyberterrorisme en avant pour essayer de dire regardez, on est dans le coup maintenant, Die Hard c'est hyper moderne puisqu'on parle d'ordinateur et d'internet. Alors ça fait un peu boomer, hein, mais ça fonctionne bien pour le coup. Il y a Timothy Olyphant en antagoniste qui fonctionne très bien aussi. Et en même temps il y a quand même un côté old school puisqu'on va retrouver le personnage un petit peu rustique de John McClane qui va se retrouver au milieu de ce truc technologique où il comprend rien, avec un sidekick que pour le coup je trouve assez intéressant, qui joue l'espèce de nerd qui s'y connaît en ordinateur quoi. Et surtout on a ce John McClane là qui va nous sortir des punchlines absolument démentes et qui est assez drôle du coup quand il dit l'autre il lui dit ouais vous avez balancé un hélicoptère sur une bagnole et il lui dit j'avais plus de balles je crois ou un truc comme ça, donc c'est très très drôle pour le coup. Les scènes d'action sont assez spectaculaires, ça c'est indéniable. Et pour le coup moi aussi du coup j'aime bien Die Hard 4 et je le classe facilement dans bien. Je veux dire, pour moi il est au niveau de Die Hard 2 effectivement. Et c'est un bon film d'action que j'aime bien revoir, je le revois avec plaisir, Die Hard 4. Donc je le mets dans bien sans hésiter, le Die Hard 4 pour le coup. Et on peut évoquer Die Hard 5 si vous voulez, mais je vais attendre un petit peu, c'est pas le moment, je vais en parler après de Die Hard 5. Mais parce que là on est en 2007, donc je vais rester sur ça. Et on va passer directement en 2009 puisqu'on va parler de Clone. Et Clone c'est pareil, je trouve que c'est un film qui est très cool. Je sais pas si vous l'avez vu, Clone, mais c'est une espèce de série B d'anticipation, une espèce de film de SF de 90 minutes qui va nous mettre en avant un pitch de base qui est super intéressant, c'est-à-dire qu'en fait, on est dans un futur où on peut utiliser un clone robotique pour sortir dans la rue, pour faire nos courses, pour aller au travail, tout ça, puisqu'il y a une espèce de crainte générale qui s'est créée dans la société qui fait que les gens n'osent plus sortir dans la rue à cause de la violence, à cause de même des fois de leur physique, et qui vont se créer une nouvelle personnalité, qui vont se créer ce bouclier grâce à leur clone. Et le truc c'est qu'en fait on peut pas, si notre clone meurt, enfin en tout cas si le clone d'un humain meurt dans le film, l'humain est déconnecté mais ne peut pas mourir en même temps que le clone. Sauf qu'évidemment il y a un clone qui va se faire tuer entre guillemets, et l'humain derrière le clone va aussi mourir à cause de ça. Donc évidemment il va y avoir une enquête menée par Bruce Willis qui va se rendre compte effectivement qu'il y a un truc qui se cache derrière tout ça. Donc je trouve que l'idée de base est super, il y a des références, voilà, ça lorgne entre Terminator 2, Invasion de Los Angeles, toute proportion gardée bien évidemment, mais on va chercher, le réal va chercher ces références là. Mais ce que je trouve dommage quand même c'est que le film ne se positionne pas en fait, c'est-à-dire qu'il va pas prendre un parti clair et net sur cette technologie, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal,
c'est un peu flou, je trouve, et le film souffre un peu du syndrome Time's Out, j'ai envie de dire. Time's Out qui est le film avec Justin Timberlake où les gens sont payés avec des minutes de vie, et je trouve que le pitch en fait est hyper intéressant comme dans Clone, sauf que les deux films en fait ont une idée de base incroyable mais n'arrivent pas à la développer correctement au fur et à mesure que l'intrigue avance. Mais malgré tout ça reste un film très honnête, je trouve que c'est un bon film, Clone, qui sort en 2009, donc n'hésitez pas à me dire si vous l'avez vu ou pas. Et oui, dans Die Hard 4 il y a Cyril Raffaelli, oui tout à fait, et d'ailleurs c'est très drôle parce que Cyril Raffaelli dans Die Hard 4, qui est un cascadeur éminent et un grand artiste martial, a lui-même son propre cascadeur, donc c'est un peu bizarre je trouve, parce que le mec est vraiment très fort en cascade, il est censé être engagé pour ça, et pourtant il a quand même lui-même son cascadeur, donc c'est un peu bizarre quoi. Bref. Ensuite il y a les deux Expendables, donc bon, il a un rôle, alors dans le premier, je trouve que le film est bon, mais je le mets dans, enfin, c'est pas, il est anecdotique quoi, il a un caméo dans le film, donc il y a rien d'extraordinaire. Dans le 2 par contre, il est vraiment, comment dire, il va vraiment se positionner au niveau des stars d'action du film, donc on a cette scène finale où les trois acteurs de films d'action, c'est-à-dire Schwarzenegger, Stallone et Willis vont être au même niveau et vont mitrailler les méchants, tout ça, il va y avoir des punchlines, où t'as Schwarzenegger qui va sortir du yippee-ki, tout ça, donc ça c'est très bon aussi, hein, je le mets dans bon, sans hésiter, les deux Expendables. Il sera pas dans le 3 d'ailleurs, il sera pas dans Expendable 3, Bruce Willis. Et d'ailleurs 2010 c'est un petit peu l'année nostalgie pour Bruce Willis, parce qu'il va enchaîner les films un petit peu, comment dire, les films où il va un petit peu jouer, où il va un peu jouer une parodie de lui-même. Donc on va avoir Expendable évidemment, où ça fait revenir les anciennes stars d'action. On va avoir également Top Cops, réalisé par Kevin Smith, qui a également joué dans Die Hard 4. D'ailleurs, Kevin Smith a raconté qu'il avait vécu une expérience absolument traumatisante avec un Bruce Willis qui ne voulait pas du tout coopérer. Mais en tout cas, dans le film, il joue ce flic un petit peu parodique, et c'est un rôle qui lui va plutôt bien. Je le mets dans bon, Top Cop, moi j'aime bien, de Kevin Smith pour le coup. C'est pas le meilleur Kevin Smith, mais c'est bien. Et ensuite, il va jouer la même année dans Raid, donc là c'est pareil, hein, c'est un film d'espionnage, d'action-espionnage, où l'idée ça va être de créer une histoire pour un petit peu justifier ce casting 5 étoiles. Je crois qu'il y a John Malkovich, il y a Morgan Freeman, il y a Bruce Willis, donc là voilà, Raid c'est pareil, il est bien aussi. Donc vraiment en 2010, il enchaîne vraiment les films en mode nostalgie, c'est-à-dire Expendable, Top Cops et Raid. Et ça c'est évidemment Stallone qui va lancer cette mode du, moi j'appelle ça le Papy Cinematic Universe, où à partir d'Expendable, donc de 2010 à 2015, il va y avoir toutes les stars d'action qui vont revenir dans des films un petit peu à la grande époque des années 80, il va y avoir Schwarzenegger qui va revenir au cinéma avec, je sais plus comment il s'appelle ce film là de Schwarzenegger, je l'ai pas, Le Dernier Rempart, voilà, Le Dernier Rempart, tout à fait, merci Robin. Donc, et évidemment, j'ai mis Samaritain, je sais pas pourquoi dans ma tête c'était ça, mais en fait Samaritain c'est le film de Stallone où il joue un espèce de super-héros, le film de Amazon Prime qui est nul là. Mais en tout cas voilà, donc là on est dans cette espèce d'époque du Papy Cinematic Universe, et pourtant malgré tout ça va pas lui empêcher en 2012 d'avoir, je trouve, une de ses plus belles années au cinéma, parce qu'il va nous sortir deux films. Donc il y a Expendable 2 qui est un super film d'action pour le coup, et il y a deux autres films hyper intéressants en 2012 qui sont évidemment Moonrise Kingdom de Wes Anderson. Donc c'est pas le meilleur Wes Anderson, mais ça reste un Wes Anderson avec évidemment Wes Anderson, si vous connaissez pas, c'est vraiment une patte visuelle à part, c'est une direction artistique absolument sublime, c'est des histoires très touchantes, très feel good, et Bruce Willis est absolument génial dans ce film. Je crois qu'il joue une espèce de policier, enfin c'est un policier d'une petite ville, je crois, un truc comme ça. Moonrise Kingdom, je le mets dans bon, hein, évidemment c'est un bon film. Et ensuite il va jouer dans Looper, et Looper réalisé par j'ai oublié son nom, Rian Johnson, voilà, Rian Johnson qui est le réalisateur évidemment de Star Wars 8, qui est absolument dément aussi. Looper, c'est une espèce de film de SF, enfin en tout cas de film sur le voyage dans le temps, où il y a des loopers qui sont engagés justement pour voyager dans le temps. Je crois que c'est des espèces de tueurs à gages, je me souviens plus trop du film, mais en tout cas de l'histoire. D'ailleurs faudrait que je le revoie du coup, parce que si je l'ai plus en mémoire c'est que... Mais je me souviens vraiment de quand je l'ai découvert au cinéma en 2012, et j'avais vraiment adoré ce film là. Je l'avais revu entre temps pour la vidéo sur Bruce Willis, et vraiment excellent Looper, avec Joseph Gordon-Levitt aussi, et c'est peut-être un des derniers, on n'est pas loin d'être sur un des derniers bons rôles, c'est peut-être même le dernier bon rôle de Bruce Willis au cinéma, Looper. Je regarde là, mais à mon avis, ouais, on est vraiment sur un des derniers bons rôles de Bruce Willis au cinéma. Et il est excellent. Looper, vraiment, c'est excellent. Le concept est génial, c'est brillant comme film.
Donc si vous l'avez pas vu, évidemment, je vous le conseille, et moi je vais me le refaire dans pas longtemps d'ailleurs, tiens. Ouais, effectivement, c'est un concept de dingue, Looper, pour le coup, et Robin, tu nous dis Moonrise Kingdom est fabuleux, même si en dessous de ce que fait Wes Anderson. Ouais, tout à fait, ouais. Non, c'est pas le meilleur Wes Anderson, mais le fait de voir Bruce Willis dans un Wes Anderson, ça vaut quand même le détour. Donc voilà, 2012 c'est pas mal, mais pour moi c'est une de ses meilleures années en termes de cinéma, puisqu'il va enchaîner Moonrise Kingdom, Expendables 2 et Loopers, donc là on a 3 films. Je pense que c'est la dernière année de Bruce Willis où il va enchaîner les bons films, puisqu'après en 2013 pour le coup, ben là il va enchaîner les suites moisies. Donc on a Red 2 qui va être raté pour le coup, je préfère 1000 fois plus le 1. Je le trouve mauvais Red 2, je trouve que c'est une suite ratée. Il va enchaîner après ça la suite de G.I. Joe qui va être G.I. Joe Conspiration avec The Rock et tout là. Alors le 1 était passable pour le coup de G.I. Joe. Alors le 2, c'est un peu une cata, mais je trouve pas l'affiche. Alors attendez. G.I. Joe 2, il est là. Pareil, c'est mauvais. Et évidemment, troisième suite qui va enchaîner en 2013, c'est Die Hard 5. Et alors là, on est sur un truc... Là, c'est turbo mauvais, quoi. Hein. C'est vraiment Die Hard 5. Autant le 4 est bien. Ils reviennent avec un truc. Le 4, c'est un film qui est... comment dire ? Ils se sont appliqués au moins, quoi. Ils se sont appliqués à faire un truc propre. Ils se sont appliqués à essayer de faire revenir le personnage de la meilleure des manières, avec un bon scénario, des scènes d'action intéressantes. Là, Die Hard 5, ça va... Enfin, c'est une espèce de série B géante. Ils vont en Russie pour faire... Enfin, on est sur une espèce de propagande américaine et anti-russe. On a l'impression d'être retourné en 1985, c'est complètement has-been, les scènes d'action sont dégueulasses, la photo est horrible. John McClane est complètement inexistant, c'est-à-dire si tu me dis pas que c'est John McClane, pour moi c'est pas John McClane. Il y a son fils, là, l'acteur qui joue son fils, qui joue dans les pires films d'Hollywood, vraiment il joue dans Suicide Squad, dans plein de trucs comme ça. Il est horrible cet acteur, il joue vraiment, c'est ni fait ni à faire. Le Die Hard 5, il est vraiment compliqué à vivre, je trouve. Après à un moment donné ils vont à Tchernobyl, tout ça, enfin c'est devenu un super-héros, John McClane. C'est vraiment... Regardez, on va prendre un scénario qui n'a rien à voir avec Die Hard. À la base, ça devait même pas être un Die Hard. Ils se sont dit, on va mettre la marque Die Hard dessus pour faire des entrées. Mais c'est du foutage de gueule, quoi. Franchement, c'est vraiment du foutage de gueule. Die Hard 5, c'est vraiment une insulte aux fans de Die Hard, je trouve. Et aux fans de cinéma en général, hein, pour le coup. Donc ça, c'est vraiment mauvais, quoi. Die Hard 5, c'est vraiment mauvais. Donc ouais, on a Sin City 2, G.I. Joe 2, Red 2 et Die Hard 5. On est sur 4 suites qui s'enchaînent et qui sont vraiment pas terribles, quoi. Donc c'est un peu dommage pour le coup, puisqu'après avoir enchaîné une année 2012 qui est extraordinaire, et après ça malheureusement, ben là il va plus y avoir grand chose quoi. Hein. Je vous dis, 2012 c'est la dernière bonne année de Bruce Willis, après il y a plus grand chose. En 2015 il y a Vice, donc là c'est une espèce de... Ouais, c'est une espèce de film policier où on a une espèce de John Wick bis un petit peu là. Enfin non, c'est pas Vice, pardon, je confonds, c'est pas Vice du tout. Vice, je l'ai pas vu, c'est une espèce de DTV que j'ai pas vu. C'est Hailey Rush, voilà. Hailey Rush avec Jason Momoa aussi, où l'histoire c'est un détective privé qui se fait voler son chien par une bande de criminels qui lui propose de travailler pour elle s'il veut le récupérer. Donc là on est vraiment sur du John Wick bis, et c'est vraiment mauvais aussi. Alors attendez, il est où le Hailey Rush là? Je vais essayer de le trouver pour le trier. Je ne le trouve pas, bien évidemment. Si, c'est celui-là. Ça c'est mauvais. Par contre on a un film qui est pas dégueu, je crois que ça sort en 2018. C'est Death Wish, où il joue une espèce de... Ouais, une espèce de mec qui va vouloir se venger de la mort de je sais pas qui. Je crois que ouais, il y a sa femme et sa fille qui vont mourir. C'est une espèce de remake d'un film avec Charles Bronson. Et Death Wish était plutôt pas mal, je le mets dans bien, moi j'avais bien aimé ça, Death Wish, en 2018 d'ailleurs, je suis allé le voir au cinéma, je me rappelle. Dernier film de Bruce Willis que je suis allé voir au cinéma d'ailleurs. Death Wish j'aime bien, c'est un petit film d'action sympa et c'est cool de voir Eli Roth faire autre chose que du film d'horreur avec Quentin Tarantino. Ouais, tout à fait, non, c'est ouais, pas mal. J'avais oublié celui-là en 2018, que j'avais vu au ciné, c'était pas dégueu pour le coup. Après, là, on a plein de DTV à la con. Et en 2019, du coup, on a Glass, que j'ai déjà classé, hein, je l'ai mis. Et le dernier film, on va dire, intéressant de Bruce Willis, c'est Brooklyn Affair de Edward Norton, qui est un film d'époque un petit peu, mais le souci c'est que... Alors, je le mets dans moyen parce que le film est quand même pas terrible, mais au moins, il y a une vraie direction artistique, il y a un truc qui se passe dans le film. Mais Bruce Willis joue un espèce de petit caméo en début de film, parce que c'est à l'époque où il commence, et on le voit, il commence à être malade, parce que Bruce Willis souffre d'une maladie mentale malheureusement, et il n'a plus toute sa tête aujourd'hui, c'est pour ça qu'il fait plus de films alors qu'il a 71 ans, et on le voit dans le film qui commence un petit peu, voilà, on voit que ses dialogues sont moins impactants, qu'il a beaucoup moins de texte, qu'il a beaucoup moins de temps d'écran, et après malheureusement, après ça, il va enchaîner
Ouais, là, tout ce que vous voyez là, on est sur quasiment, hein, je crois que j'en ai oublié 2-3 que j'ai pas classé, mais tout ce que vous voyez là, quasiment, c'est du DTV, quoi. Du DTV à la con. J'en ai vu 1 ou 2, je crois, pour la vidéo, pour histoire de voir. Mais là, on est sur des films où Bruce Willis, je veux dire, par exemple, les plans sur Bruce Willis de dos, c'est pas Bruce Willis, c'est une doublure. Lui, il vient juste pour tourner des gros plans et il récite les textes qu'on lui met dans la bouche. Limite, des fois, il a une oreillette parce qu'il sait pas ce qu'il dit. Et on est sur une époque où j'ai l'impression que Bruce Willis est complètement utilisé et exploité par ses managers pour faire de la thune. Parce qu'on sent que je vois pas comment il a pu signer autant de films de merde, quoi. Donc c'est assez dommage pour le coup. Ouais, dans Glass aussi, ouais, effectivement, 2019, ça commence à être pas dingue, quoi. Et après, de 2019 à 2023, là, ça va être du DTV, voilà, tout ça, là, hein, Hard Kill, ce truc-là, ça c'est pareil, tout ça, c'est du mauvais, hein, faut même pas, voilà, tout ça, faut même pas essayer de... tous ces trucs-là, on est sur du DTV un peu nul, voilà, Air Strike, ça, je l'ai pas vu, pour le coup. Mais voilà, tout ça, c'est classé dans les nuls, quoi. Hein, voilà, tous ces trucs-là, c'est ni fait ni à faire, hein, pour le coup. Et c'est dommage d'avoir un acteur aussi incroyable, vous le voyez, hein, de toute façon, là, on est sur une filmo qui est dingue, quoi. Il y a voilà, Die Hard, Pulp Fiction, Sixième Sens, Incassable, L'Armée des 12 Singes, Armageddon, Sin City, Looper, et même Le Dernier Samaritain, La Mort vous va si bien, Le Bûcher des Vanités, Les Expendables, enfin je veux dire, il y a une filmo de dingue, quoi. Bruce Willis, c'est une filmo incroyable et c'est triste ce qui lui arrive, mais c'est comme ça, après c'est la vie, on peut pas, il y a des choses qu'on peut pas contrôler et ça fait partie des choses qui peuvent arriver, mais c'est triste quand même pour un homme qui nous a apporté tellement de choses, qui était tellement lucide sur son métier, qui avait l'air tellement cool. C'est dommage, pour le coup. Mais au moins, il nous a offert quand même une filmo de dingue. Donc merci. Merci, monsieur Bruce Willis. Je pense qu'on va terminer sur ça en disant merci à monsieur Bruce Willis.